Nous mentons plus de 150 fois par jour, en moyenne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude très sérieuse qui a été réalisée en 2015, donc les chiffres ont certainement évolué depuis. Et selon cette étude, en fait, toutes les 8 minutes, nous mentons. Pas évident, dans la société dans laquelle on vit, de se faire une idée réelle de ce que les gens pensent de nous, et également de ce que les gens disent, que ce soit en affaires ou dans la vie courante. Ce serait probablement bien de pouvoir distinguer le vrai du faux, pouvoir délier un peu tout ça. Alors, est-ce que ça vous intéresserait d'y parvenir, de pouvoir déceler les mensonges, de lire en quelque sorte dans les pensées? Et bien aujourd'hui, on va en parler, parce que ça peut être très utile. Nous allons aujourd'hui évoquer cela en parlant de communication non verbale. Il faut savoir que la communication non verbale, elle s'appuie sur des études justement, d'accord, et sur toutes les connaissances qu'il y a au niveau de la psychologie sociale, la psychologie émotionnelle, l'étude du langage corporel et de plein d'autres disciplines. Sur cette base-là, on va donc aujourd'hui aborder un pan de la communication non verbale à travers 7 gestes qui trahissent en fait les pensées de vos interlocuteurs et qui révèlent leurs intentions cachées. Je vous assure, ça peut être très utile pour vous dans la vie de tous les jours et dans le business aussi, comme je le disais. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de communication non verbale. Ça fait partie du pack de thèmes qu'on aborde sur cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici, on parle développement personnel, mindset, entrepreneuriat, éducation financière. Bref, tous ces thèmes-là qui, mis ensemble, vous permettent d'accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre la famille des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà, vous avez compris le mantra ROC. Aujourd'hui, on parle de communication non verbale. Pourquoi? Je vous l'ai dit en début des vidéos, nous mentons tous énormément. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à pouvoir comprendre un peu mieux vos interlocuteurs, surtout lorsque vous êtes par exemple dans une négociation d'affaires, lorsque vous êtes avec vos employés, dans le contexte professionnel, mais aussi dans le contexte personnel. C'est un vaste sujet que la communication non verbale. On ne va en aborder qu'un petit pan aujourd'hui. Et si cette vidéo vous intéresse, mettez des likes, mettez des commentaires de façon active. Laissez-moi savoir que ça vous intéresse et on fera d'autres vidéos sur la question. Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années et je m'y forme progressivement parce que ça m'aide beaucoup dans la vie, comme voilà, je l'ai dit. Par contre, le conseil le plus important, je vais vous le donner en fin de vidéo. Donc, je vous encourage à suivre attentivement tout ce que nous allons évoquer. Le premier geste dont on va parler aujourd'hui et qui trahit énormément de personnes, c'est celui-là. Les bras croisés. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le corps et l'esprit étant connectés, il y a des messages qui sont envoyés sans que vous-même vous ne le constatiez. C'est-à-dire que votre corps, parfois, va, entre guillemets, faire certaines choses. Presque je dis entre guillemets parce qu'il n'est pas autonome à 100%, mais il est relié à une partie de vous que vous ne percevez pas. Donc vos émotions vont se traduire. Et lorsque vous avez conscience de ça, vous pouvez non seulement vous corriger pour éviter d'être trop facile d'accès pour ceux qui savent lire ces choses-là, et vous pouvez aussi comprendre les autres, même à leur insu. Lorsqu'on croise les bras, c'est un signe de fermeture. Quelqu'un qui croise les bras, c'est quelqu'un qui est très probablement fermé à ce que vous dites, qui est peut-être même en désaccord avec ce que vous dites. C'est une manière de se mettre sur la défensive. Regardez par exemple les débats télévisés, vous verrez qu'il y a assez souvent ce geste-là qu'on repère chez l'un ou l'autre des intervenants. Parce que lorsque l'on croise les bras, c'est une manière de dire « là, je ne suis pas d'accord, je suis fermé, je suis réfractaire à tout ce qui va se dire ». Vous allez voir que quand des gens s'engueulent, mais qui s'engueulent pas forcément en hurlant, quand les gens ne sont pas d'accord, ils sont dans une espèce de contradiction, il y a assez souvent au moins une des deux parties qui est comme ça. Et donc c'est la fermeture. Lorsque vous remarquez ça, comprenez que la personne, elle n'est pas ouverte à ce que vous êtes en train de proposer, à ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Ça, c'est le premier geste. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Évidemment, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui doit être analysé avec un prisme donné, parce que vous devez intégrer la personnalité de la personne qui est en face de vous, si vous la connaissez un peu. Si quelqu'un a un tic, c'est différent. Ce n'est pas forcément la traduction d'une gêne. Ça peut être un tic, mais même les tics, quand on va creuser, ils sont reliés à un certain nombre de blocages, de traumatismes, etc.
Le deuxième geste, c'est le fait d'éviter le contact visuel. Vous savez, il y a des gens qui ont le regard fuyant. Et c'est encore plus flagrant si c'est quelqu'un qui n'a pas cette habitude, lorsque cette personne commence à avoir le regard qui fuit et qu'elle évite le contact visuel comme ça et n'arrive pas à le maintenir. Il faut savoir qu'il y a une forte probabilité qu'elle soit en train de mentir. Parce que les études l'ont montré. Le regard fuyant, il traduit généralement soit l'insécurité, donc quelqu'un qui ne se sent pas vraiment en sécurité avec vous ou dans l'endroit où il se trouve, ou alors le mensonge. Lorsqu'on va plus loin et qu'on étudie davantage les choses, on ne va pas rentrer dans la profondeur aujourd'hui, mais je vous le dis déjà, il y a un sens différent lorsque quelqu'un regarde en haut à gauche et lorsqu'il regarde en haut à droite. Ça ne veut pas dire la même chose. Et ça, ce sont des clés qui nous sont proposées parce que des gens ont étudié des milliers et des millions de cas et ont pu tirer des conclusions qui sont généralisées et qui conviennent à l'espèce humaine. Et je rappelle, il y a des exceptions, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent dire oui, mais non, moi, si ça, évidemment, il y a des exceptions, et qu'il faut croiser tout ça, comme je l'ai dit, avec le comportement, le caractère, la personnalité de chacun. Mais ça, soyez-en sûrs, un regard fuyant, quelqu'un qui fuit le contact, c'est pas bon signe. C'est pour ça qu'on encourage les personnes qui veulent se bâtir un caractère fort, une personnalité de rock. Hein? On les encourage à développer le pouvoir du regard. Dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Le pouvoir du regard, ça se développe à travers de nombreux exercices. Il y a des exercices de fixation, par exemple, d'objectifs. On va fixer pendant de nombreuses minutes un objectif, etc., etc. Il y a des objectifs de rotation des yeux. Il y a plusieurs objectifs. C'est autant de sujets que nous pourrons aborder progressivement au fur et à mesure que la communauté grandira, si l'intérêt est marqué et est véritablement manifesté par vous. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième geste qui doit vous alerter, parmi ceux qu'on va voir aujourd'hui. Le troisième, ce sont les sourires qui n'en sont pas. Il y a deux catégories de sourires, deux grandes catégories. Après, il y a des sous-catégories. Il y a les sourires qu'on pourrait qualifier d'authentiques, ce qu'on appelle sourire de Duchenne. Ces sourires-là, ce sont de vrais sourires qui sont spontanés, qui viennent du fond du cœur, qui manifestent la joie, une émotion positive. Et il y a les autres sourires qui doivent vous alerter, qui sont des sourires fins et qui viennent en fait trahir la fausseté. Lorsque quelqu'un sourit comme ça, je ne sais pas si je le fais bien, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un sourire sincère, un sourire de Duchenne, il s'accompagne de la contraction des muscles des yeux. Regardez des photos dans votre téléphone et vous verrez. Lorsque quelqu'un sourit de façon sincère et spontanée, ses yeux sont en harmonie avec l'étirement de la bouche qui marque le sourire, mais c'est tout le visage qui sourit, surtout au niveau des muscles là. C'est pour ça que lorsqu'on veut faire des photos, il y a des gens qui ont du mal à avoir un sourire naturel. Moi, ça m'arrive, moi je souris tout le temps dans la vie, mais dès qu'il faut faire une photo, parfois j'ai du mal à trouver le sourire naturel, d'accord? Et c'est justement le sourire forcé là que parfois les gens ont dans des conversations avec vous. Et là, vous devez comprendre que ça trahit un bonheur fin ou une approbation mitigée. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un et que la personne fait quelqu'un qui veut se débarrasser de vous. Donc, c'est l'absence de sincérité qu'il faut comprendre à travers ça. Le visage, c'est le siège des micro-expressions. Il y a plusieurs micro-expressions faciales qui traduisent un certain nombre d'émotions. On en reparlera. Ça, c'est une partie de la communication non verbale et du langage corporel. C'est, on va dire, une sous-partie qui elle-même est vaste. Donc, on en reparlera bientôt. Ensuite, quatrième attitude, lorsque l'espace personnel est envahi. L'espace personnel, c'est votre espace. Ok? Nous évoluons dans une société, dans des groupes sociaux, mais nous ne marchons pas dessus. Chacun a son espace. Lorsque vous avez des personnes qui empiètent sur votre espace, vous devez comprendre que ce sont des gens qui ont certainement une habitude de domination. Ce sont des personnes qui sont intrusives généralement, qui aiment soit fouiner dans la vie des gens, qui veulent marquer sinon un certain pouvoir, d'accord, et montrer qu'elles ont une domination donnée sur tel ou tel, quand elles le font sans votre permission. Lorsque vous arrivez et que vous faites la bise, ça n'a rien à voir. Si c'est un code social qui est admis là où vous vivez,
on se fait la bise. Mais quand vous parlez avec des gens et qui commencent à vous mettre la main un peu partout, sur l'épaule, tout ça, qui vous parlent de très près, qu'il n'y a pas une petite distance, on n'est pas en temps de Covid, il ne s'agit pas d'aller à 1,5 m, mais il y a une distance. Quelle est la distance? Il n'y a pas de norme, parce que justement, les études elles-mêmes le démontrent. Tout dépend de l'environnement social. Il y a des pays, des cultures dans lesquelles les gens ont l'habitude de se toucher en parlant parce qu'ils sont peut-être très tactiles et c'est autorisé. Dans d'autres cultures, vous ne pouvez pas être en train de parler avec quelqu'un, même quand vous le connaissez plus ou moins bien, et lui mettre la main là, etc., le tapoter. Dans d'autres cultures, vous ne pouvez pas prendre la main de quelqu'un, même si c'est de l'affection et c'est spontané, surtout si c'est quelqu'un du sexe opposé, parce que très rapidement, on va vous dire « Ah, attention, ceci, cela ». Moi, je me souviens, la première fois que j'allais aux États-Unis, j'ai été briefé avant, c'était dans le cadre d'un programme, pour les jeunes leaders africains, et j'ai été briefé avant, on nous a bien dit, attention là-bas, même un regard insistant peut être perçu comme du harcèlement, donc c'est juste de la folie, pour nous. Mais ailleurs, c'est quelque chose qui est acté. Donc vous devez connaître les codes de l'environnement, et en fonction des codes, si vous avez quelqu'un qui va empiéter justement sur votre espace personnel, là c'est pas bon. Parce que même dans les cultures où les gens sont, on va dire, vivent dans une certaine promiscuité, si je peux me permettre d'aller jusque-là, il y a quand même la reconnaissance d'un espace personnel. Ça peut être 1 ou 2 cm, mais c'est-à-dire qu'on reconnaît ce principe-là. D'accord? Donc, quand des gens ont cette attitude avec vous, comprenez quel genre de personnalité ils ont. Vous pouvez commencer à faire un profilage en fonction de la culture. Parce que si vous êtes dans une culture que vous ne maîtrisez pas et que les gens sont trop tactiles avec vous, que ça vous gêne, peut-être que dans la culture c'est admis. Donc il faut étudier aussi les cultures dans lesquelles on est pour comprendre les codes. C'est ça qui est important. En 5e position, nous allons parler des gestes de pacification. C'est même de l'auto-pacification. Vous savez, vous parlez avec des gens parfois et puis ils se touchent le cou comme ça en parlant. Ça, c'est très fréquent. Ou alors, pour se toucher les cheveux. Pas que les femmes comme ça. C'est vrai que c'est plus flagrant pour les femmes parce que on va voir le mouvement de façon plus claire puisque les cheveux sont longs. Généralement, longs, pas toujours, mais les hommes, parfois, ça peut être ça, etc. Dans tous les cas, que ce soit se toucher la main, se toucher le cou, se toucher les cheveux, surtout ces trois-là, c'est un signe d'inconfort. Lorsque les gens sont dans une situation stressante, ils ont tendance à essayer d'évacuer ça à travers ces gestes, qu'on appelle des gestes de pacification. Donc, c'est pour s'apaiser, c'est pour apaiser son stress. Et il y a des gens qui ont d'autres tics, mais ça, ce sont des gestes qui sont très courants et qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on parle de cela. Il y a d'autres tics, vous savez très bien, quand quelqu'un bouge les jambes continuellement, c'est un signe d'agacement, ou d'impatience. Donc il y a plein de choses comme ça. Il faut apprendre à connaître les gestes de pacification. Si vous savez que quelqu'un est stressé ou se sent mal, vous saurez comment il faut faire. Si vous êtes dans une négociation commerciale, c'est le moment d'asséner le coup final pour prendre le dessus. Si vous êtes dans une relation ou dans un contexte personnel, c'est peut-être le moment de faire preuve d'empathie et de demander à la personne si tout va bien parce que vous avez compris en fait que ça ne va pas. Donc tout dépend du contexte, il faut savoir s'adapter. Ensuite, on a un 6e geste qui concerne les hochements de tête. Il y a 2 façons de hocher la tête. Il y a ça et il y a ça. Lorsque les hochements sont très rapides et saccadés comme ça, c'est la preuve d'un agacement ou la manifestation de l'impatience ou encore d'un accord superficiel. C'est comme quand quelqu'un, vous parlez à quelqu'un et il dit « Ok, d'accord, je vais le faire ». C'est vraiment un accord superficiel ou un accord forcé. Quelqu'un qui est agacé un peu par ce que vous dites et qui va dire sans le manifester par les mots. Parce que les gestes parlent plus que les mots. Les gestes parlent plus que les mots. Il ne faut jamais l'oublier. Donc quand vous voyez ça, posez-vous des questions sur l'approbation authentique, sincère et profonde de la personne. Par contre, lorsque c'est lent et que le hochement se fait comme ça veut dire que la personne prête une oreille très attentive à ce que vous êtes en train de dire. Très attentive. Et qu'elle est impliquée dans la conversation. Il y a un engagement réel. Donc à ce moment-là, n'essayez pas de dire n'importe quoi. La personne est très concentrée. Si elle fait ça. Et vous-même, vous pouvez utiliser ces codes-là en fonction des situations. On va finir par l'imitation des gestes, qui est le 7e point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. L'imitation des gestes, c'est quoi? C'est une forme de mimétisme.
on parle de synchronisation, d'accord? Il y a des personnes qui ont cette capacité, parce que ça, c'est pas forcément... Oui, c'est une capacité. Il y a des personnes qui ont cette capacité-là à, en fait, créer tout de suite du lien. Et la plupart du temps, ce sont des gens, ce sont des empathes, ce sont des gens qui ont une forte empathie, c'est-à-dire ils savent se mettre à la place des autres. Et donc, de façon inconsciente, il y a un peu comme un logiciel qui s'active pour mimer les gestes de l'autre. Ce n'est pas une perte de personnalité de soi. Non, ce n'est pas une dépersonnalisation non plus. C'est simplement le fait de se mettre sur la même fréquence. Et ça, c'est reconnu par les études comme un signe de bonne communication et même d'intelligence émotionnelle. Donc, il ne s'agit pas de forcer et de regarder si quelqu'un lève la main, de lever. Non, non. Généralement, c'est spontané. Si quelqu'un est comme ça, vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui a une très bonne communication, qui a une intelligence émotionnelle très forte et qui, en termes de psychologie sociale, a des atouts. Mais si vous voulez développer ça, il faut apprendre à être plus empathique, à se mettre à la place des autres. Il ne faut pas commencer à copier le mouvement de l'autre. Ça là, c'est du suivisme. Le suivisme, ce n'est pas du tout du mimétisme au sens auquel nous l'abordons aujourd'hui. Ok? Et du coup, quelqu'un qui est comme ça, par exemple, qu'est-ce que ça va vous apprendre sur cette personne? Mais comme j'ai dit qu'elle est empathique, donc elle sait se mettre à la place des autres. Ça, c'est important. Encore une fois, dans le cadre d'une négociation, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est un peu trop empathique, là, en négociation, c'est pas bien, parce qu'il faut plutôt être un peu froid. Vous allez savoir comment le manipuler. Vous pourriez le manipuler. Donc, toutes ces informations que je vous donne, c'est pour que vous puissiez comprendre les gens en face de vous, savoir quand ils vous mentent, savoir ce qu'ils pensent réellement, pour calibrer vos réactions en fonction, mais c'est également pour développer ces choses-là et les utiliser à dessein parfois. Parce qu'il y a des moments où vous pouvez faire semblant d'écouter quelqu'un avec attention alors que vous n'êtes même pas là. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais parce que je sais que ce signe, ça renvoie un message. Si la personne sait le lire, elle comprend pas. Et même quand la personne ne sait pas lire, il y a une intuition qui est assez forte à travers plusieurs éléments que je viens d'évoquer, qui fait que parfois on a un sentiment, même quand on n'a pas documenté la chose ou qu'on n'a pas lu de façon théorique les choses. Avec l'expérience, on sait par exemple que tel comportement de telle personne de mon entourage, ça veut dire ceci. Donc on peut l'utiliser aussi. Et les gens les plus forts, ce sont ceux qui utilisent justement ces gestes-là à leur avantage, c'est-à-dire qu'ils vont faire semblant d'utiliser les gestes parfois. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est comme si vous preniez une feuille blanche. C'est des gens qui apprennent, surtout en négociation, dans les affaires, c'est des gens qui sont presque froids. Ils apprennent à ne pas avoir d'émotions. Vous ne pouvez pas lire leurs émotions. Et les émotions qu'ils vont dégager maintenant, c'est des émotions qu'ils vont fabriquer, ils vont vous faire croire certaines choses. Ok? Donc celui qui veut vous faire croire qu'il invente un chiffre, il est capable, s'il est très très fort, de commencer à faire rapidement et de sortir le chiffre. Mais il veut que vous sachiez qu'il est en train d'inventer. Il y a des cas dans lesquels c'est nécessaire. On ne va pas rentrer dans les détails. J'espère de toute façon, enfin dans plus de détails, parce qu'on a déjà abordé les choses avec pas mal de contours, sous différents contours, j'allais dire, sous différentes coutures. Donc on va clôturer et je vais vous donner un petit bonus, la posture. Lorsque quelqu'un est voûté, vous savez ce que ça veut dire. Lorsqu'il est voûté, c'est un signe de repli sur soi et d'insécurité. Et lorsque la personne elle est bien droite avec les épaules en arrière, c'est un signe d'assurance. Vous verrez que par exemple en politique ou dans certaines sphères socio-professionnelles, les gens qui sont debout, ils sont comme ça. Dans l'armée, etc. Parce que ça veut dire je te fais face, je fais face à la situation, j'ai confiance en moi. C'est le contraire de cette attitude-là. Donc prenez-en de la graine, appliquez tout ça, ça peut beaucoup vous aider. Et je suis sûr que certains en tireront profit. Certains sauront en tirer profit. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Et n'oubliez pas que nous avons un programme qui commence bientôt, qui est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs et qui va être multidimensionnel parce qu'on va parler vraiment de beaucoup de choses, de finance, de droit, de management, de RH, de marketing, de business development, etc. avec des experts. Ça va durer 4 semaines, ça se passe en ligne. Vous pouvez vous préinscrire pour bénéficier de certains avantages. Le lien est en description pour en savoir plus. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.